Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Entre 2021 et janvier 2023, 103 policiers ont été tués par des bandits selon un rapport présenté par le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD, qui a fait un ensemble de recommandations aux autorités. Haïti doit toujours compter sur ses forces nationales pour lutter contre les gangs. C'est ce qu'a déclaré Fabrice Moriès, ambassadeur de France accrédité dans le pays. Selon le diplomate, le déploiement de soldats français sur le territoire haïtien n'est pas à l'ordre du jour. L'insigne de chevalier de la Légion d'honneur a été remis par l'ambassade de France à l'ancienne première ministre Michèle Duvivier-Pierre-Louis. Madame Pierre-Louis a été récompensée pour son parcours politique et associatif et pour avoir apporté sa contribution dans plusieurs domaines. Haïti doit toujours compter sur ses forces nationales pour lutter contre les gangs. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur français accrédité dans le pays. Selon Fabrice Moriès, la faiblesse de la PNH est due au fait que le pic de l'insécurité est en train de l'épuiser et qu'elle ne détient pas de moyens suffisants pour bien remplir sa mission. Le diplomate en a profité pour réitérer l'engagement de son pays à continuer à aider la police nationale d'Haïti à se renforcer, mais il n'y aura pas de soldats français sur le sol haïtien, a-t-il affirmé. M. Moriès a fait ses déclarations lundi en sa résidence privée à l'issue de la cérémonie d'hommage à Mme Michèle Duvivier-Pierre-Louis. Nous, Français, nous avons très fortement augmenté notre coopération bilatérale avec la police nationale haïtienne. Nous avons amené beaucoup de formateurs, notamment des formateurs du RAID. Alors, le RAID, pour les auditeurs haïtiens qui ne connaissent pas, c'est l'instance antiterroriste de la police nationale. Ce sont ceux qui ont arrêté, mis hors d'état de nuire les terroristes islamistes en France. Et nous les faisons venir ici pour qu'ils puissent dispenser des formations à des techniques d'intervention pour lutter contre les gangs. Et ce que nous allons faire cette année, c'est que nous allons augmenter, nous allons maintenir évidemment cet effort de formation et nous allons l'augmenter dans des proportions significatives. Nous sommes en train de discuter avec la PNH des modalités de l'augmentation de cette coopération. J'insiste sur le fait que c'est une coopération, c'est-à-dire que ce sont des formateurs français ou des Haïtiens qui iront se faire former en France ou dans les territoires d'outre-mer français. Il n'y aura pas de soldats, il n'y aura pas de policiers français qui viendront ici faire le travail de la PNH. Nous respectons la souveraineté haïtienne, le maintien de l'ordre est une compétence de l'État haïtien et nous sommes à disposition pour faire en sorte que ce travail soit plus efficace. Et nous allons également aider la police nationale haïtienne à acheter des équipements pour essayer de lutter contre les gangs. Mais quand je vous dis que ça respecte la souveraineté haïtienne, ce que je voulais vous dire, c'est que cet effort est distinct de l'appel qui a été fait par le gouvernement haïtien à une force internationale. Ça, c'est une force internationale, c'est quelque chose qui ne dépend pas uniquement de la France. C'est une demande que nous soutenons. La France soutient le principe d'une force internationale. Et s'il y a eu une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui approuve cette force internationale, nous la voterons. Haïti doit compter sur ses forces nationales, absolument. Haïti doit toujours compter sur ses forces. Haïti a beaucoup de ressources humaines, administratives, financières, et ce sont ces forces qu'il faut mettre en ordre, qu'il faut rassembler pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de débarrasser le pays des gangsters, du crime organisé. En tout cas, si cet objectif est trop ambitieux, en tout cas, il faut lutter contre. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes du côté du droit, nous sommes du côté des institutions, nous sommes du côté de ceux qui veulent lutter contre les gangsters qui terrorisent le peuple haïtien, qui les kidnappent, qui les assassinent
il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. 103 policiers ont été tués par les criminels entre 2021 et janvier 2023, selon un bilan du Centre d'analyse des risques et de développement humain, CARD. L'organisme demande à la Direction générale de la PNH de clarifier les responsabilités concernant les tragédies survenues au Village de Dieu et à Liancourt et qui n'ont jamais été déterminées jusqu'à présent. Le centre rappelle que concernant le décès des 6 policiers de Liancourt, un rapport de la direction départementale de l'Artibonite a pointé du doigt 2 inspecteurs généraux et un commissaire divisionnaire. En guise de rappel, l'organisme de droits humains a fait remarquer qu'à Village de Dieu en 2021, 5 policiers ont perdu la vie parce que les renforts demandés pendant des heures n'ont jamais été envoyés. Le CARD s'inquiète du fait qu'aucun rapport n'a été publié ni aucune action judiciaire entreprise à l'encontre des hauts commandants policiers et autres personnes impliquées dans le drame. Le renforcement de la présence policière autour des écoles, mesure annoncée par le ministère de l'Éducation pour rassurer la communauté éducative dans cette conjoncture difficile, ne tourne pas rond. Dans différentes écoles visitées ce mardi, aucune disposition particulière n'a été prise en ce sens. Dans d'autres écoles, des patrouilles de police n'ont été remarquées dans la matinée. Des professeurs et d'autres personnes concernées dans le secteur éducatif sont sceptiques par rapport à cette mesure, la jugeant inefficace pour faire face à cette situation d'insécurité. L'homme était des grands policiers là, mais ça va résoudre rien. D'ailleurs, si tu as un problème, les cas de problème dans le pays, vraiment, si tu as venu là, moi, je ne sais pas quand les policiers ne font rien pour eux. Mais ce problème, ce n'est pas un problème de grands policiers devant l'école. C'est pas qu'on a rien dans la sécurité. Mais nous avons besoin d'une situation dans le pays à côté de gens qui ont marché. Qu'il te marchand, qu'il te professeur, qu'il te élève, qu'il te maçon, quel que soit ça moun dans café, il est capable de régler l'activité. Parce que mettez des policiers, ça sont bagages pour maquiller une situation soi-disant de sécurité. Policiers, ça qui campé devant l'école là, ça va faire un petit sentiment de sécurité qu'il est au pas là, non? Moi-même mettez des grands campés là. OK. Psychologiquement, il est capable peut-être de résoudre nos problèmes, mais il ne va pas résoudre aucun problème de sécurité vraiment dans le pays. Ariel Dominique, la responsable du collectif de la diaspora, une structure communautaire nord-américaine, affirme que les Haïtiens des États-Unis ne cessent de plaider en faveur de leurs compatriotes restés au pays et sont parfaitement imbus de la situation locale. Elle a présenté les Haïtiens des États-Unis comme des relais. Concernant l'implication de certains membres de la communauté haïtienne dans le trafic d'armes, elle affirme que cette accusation est loin de concerner l'ensemble de la diaspora résidente aux États-Unis. Nous pas jamais arrivé pour nous dire c'est diaspora en tant que on est tout justement organisation ça qui fait un travail exceptionnel depuis tellement d'années. Nous pas croire que nous jamais mettez tête nous ensemble par exemple 12 organisations pour nous ta senti que nous avons une responsabilité directe. Est-ce que des membres de diaspora, parce que nous pas voulons mettre des étiquettes comme ça, diaspora haïtienne c'est lui qui engendrer problème en Haïti, ça sont une gros accusation, pas vrai? Ou pas de données statistiques pour me dire c'est diaspora que la plupart des âmes qui rentrent en Haïti c'est diaspora. Pourquoi le problème là beaucoup plus complexe et il y a plus de nuances. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne. Peut-être est-ce que c'est diaspora, est-ce que c'est membre de diaspora, moi pas connais, est-ce que c'est des cartels de drogue, moi pas connais qui laisse cap voyer zam, qui est cap recevoir zam, qui est et pour qui ça et à quel but, etc. Bah yo très complexe, c'est que moi pas penser que diaspora dit tête li bon problème là parce que systématiquement nous avons une communauté qui a engendré un problème de sécurité en Haïti. Pas quoi moi well comme ça.
Moi, je crois que, oui, il y a des Haïtiens parmi d'autres qui voient les âmes parce que, j'en dis, c'est une sorte de demande. Et c'est-à-dire que qu'on demande, yo même, c'est un bagage, c'est business qu'a fait, pas vrai? Qui ont conséquences excessivement néfastes. Mais moi, pas que nous aborder des questions comme ça. Mais mais comment peut-être nous aborder, nous réfléchir sur la question de flow of arms, justement. Nous dit que gain quantité d'armes qui rentrent en Haïti sorti de la Floride. Donc, il faut que nous essayions, ouais, qui mécanisme et qui loi qui t'accable et qui bagaille qui t'a fait que autorité portuaire Floride capable d'assurer que bagaille ça pas continuer et qui est politique public policy pas vrai qui relié à ça que nous avons fait plaidoyer pour lui. C'est comme ça que nous pas tellement comme une question de mais garder un problème dans la diaspora, que la diaspora fait ceci ou cela, qui a des problèmes en Haïti. Non. Parce que nous pas de données pour nous dire qu'on gros et drogue, cartel, et haïtien qui voyé et âmes. Peut-être que c'est ça, mais comme pour me répondre clairement, non, nous pas fait en sorte de mea culpa pour que nous abordions comme ça. Nous plus ouais, il y a un pile d'âmes qui sorti en Floride, qui ça que nous ka et à qui ça qui conversation nous ka gain avec autorité pour que bagaille ça pas continuer. Mais comment nous L'ambassadeur de France en Haïti a remis ce lundi l'insigne de la Légion d'honneur au grade de chevalier à Madame Michèle Duvivier Pierre-Louis. Lors d'une cérémonie organisée en sa résidence privée, Fabrice Moriès a fait savoir que Madame Pierre-Louis a été récompensée pour son parcours politique et associatif et pour avoir apporté sa contribution dans plusieurs domaines et notamment celui de l'éducation pendant de nombreuses années. Quant à l'ancienne première ministre, elle s'est montrée reconnaissante envers le diplomate français. Suivez un extrait de l'intervention de Madame Michèle Duvivier Pierre-Louis. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et vous redis combien je suis honoré de recevoir cette distinction. C'est vrai qu'elle m'est offerte en mon nom personnel, mais je ne peux m'empêcher de l'associer à la représentation collective, réelle et symbolique qu'elle porte également pour moi. Je pense à toutes celles, tous ceux qui m'ont instruite, appris, accompagnée, écoutée, conseillée, soutenue, encouragée, souvent en toute gratuité, tout au long de ma vie, avec qui je partage cet instant et le sens qui lui est donné. Monsieur l'ambassadeur, lorsque vous m'avez informé que j'allais recevoir la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française, passé l'effet de surprise, je me suis mise à réfléchir. D'abord, comme vous l'avez fait, au temps que nous vivons, ici et ailleurs, ici plus qu'ailleurs, puisqu'ici, pour nous, c'est le lieu où notre volonté de vie demeure. L'espace, aussi ténu soit-il, où notre engagement se cherche un frayage pour distancer, sinon atténuer, les effets des images et des voix de la violence banalisée de notre quotidien. Et si nous n'échappons pas au grondement du monde et à ses soubresauts, nous prenons tout à fait la mesure qu'ils nous atteignent parfois directement, souvent de manière plus sourde, plus insidieuse. Haïti est bel et bien dans le monde, depuis toujours, avec sa charge d'histoire. Avoir osé, cela se paye, nous le savons depuis Toussaint Louverture et depuis Dessalines. Mais s'il faut en parler, car il faut en parler, je ne voudrais pas m'y attarder et ressasser ce qui trop souvent tient lieu d'opinion et de conversation. Cette distinction m'étant offerte par la France, mes réflexions m'ont également conduite à me poser des questions sur ce que je sais de la France. Qu'ai-je appris et comment? En interrogeant ma mémoire, je me suis rendu compte que cette connaissance, toute fragmentaire qu'elle soit, m'est venue d'abord des livres.
Paralysie totale des activités à l'Office national d'assurance. Les employés sont remarqués sur place, mais rien ne fonctionne à l'intérieur des bureaux, selon les confirmations de plusieurs d'entre eux. Ajustement salarial, régularisation des cartes de débit, abus d'autorité, entre autres, sont les différentes revendications des protestataires. Ils pointent du doigt la commission qui gère la boîte avec des instruments musicaux. Ils déplorent le fonctionnement de l'institution. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes à l'Office national d'assurance à quelques mètres du carrefour de l'aéroport. Des employés sont bien présents, mais l'ambiance qui règne est très particulière. Massés devant l'entrée principale de l'institution avec des instruments musicaux, ils tentent de faire passer leurs revendications. Les bureaux sont vides. Aucun journaliste ne peut pénétrer. Par contre, des employés confirment que les activités sont au point mort. Est-ce que pas un bureau qui a fonctionné en dedans même? Du tout. Pas de bail comme ça. OK, on a 17 fermés. Il y a environ un mois de cela, une nouvelle directrice a été installée à la tête de l'ONA. Des membres du syndicat ont salué son arrivée lors d'une conférence de presse. On pourrait penser que la nouvelle titulaire est dans le collimateur des protestataires, mais non, c'est la commission de gestion de l'institution qui est au centre de toutes les critiques selon des témoignages. Ronald Basile, c'est le directeur des directeurs. Par contre, c'est samedi, directeur des directeurs. Par contre, directrice générale là lui-même, c'est en l'autre fonction. OK, c'est en l'autre fonction. Directrice générale là, à peine une à 2 mois depuis le fini, nous pas ta guetan nous pas ta guetan pour n'après les d'elle. OK? C'est ça nous dit hein, son bagage qui simple. Ça du tout. Depuis 2 semaines, l'ONA ne fonctionne pas. Des employés se présentent sur leur lieu de travail mais ne font rien. La dénonciation de la grille salariale et d'abus d'autorité, entre autres, sont à l'origine de cette paralysie. Directrice qui pour résoudre lui. Mais le principal problème c'est Ronald Basile. Parce que chaque l'heure, ils veulent régulariser la grille salariale là. Ronald Basile campait encore pour ne pas régulariser parce qu'il a touché 400 000 gouttes de plus. Cette institution étatique qui effectue des prélèvements sur tous les salaires du secteur formel ne cesse d'attiser la curiosité en raison des mouvements de protestation. Des observateurs vont jusqu'à remettre en question sa gestion, alors que d'autres s'interrogent lorsque ce sont ses employés qui dénoncent son fonctionnement. Il y a deux agents, là nous dit agents, c'est pas seulement sécurité, mais son grade qui identifie personne agent par rapport à travail. OK? Agent, il y a un agent qui a touché 33 000 gouttes. Par contre, il y a l'autre qui a touché 73 000 gouttes. Ça, c'est un bagage qui est absurde. Nous estimons ça pas bon. Nous-mêmes, jeudi là, nous manifestons mécontentement nous. En dépit de tout, chaque institution ou entreprise du pays continue de respecter ses engagements envers l'ONA chaque mois. Mais pour les employés, c'en est trop et la reprise du travail ne semble pas pour demain. Il y a 2 personnes qui ont touché dans l'ONA là. Il y a 2 personnes qui ont touché. Par contre, nous ne pouvons jamais rencontrer dans la boîte la même jour, non? Nous ne pouvons jamais rencontrer le même jour. Les activités sont complètement paralysées à l'Office national d'assurance qui se trouve au carrefour de l'aéroport selon des employés. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu, mais c'est toute l'institution qui est dysfonctionnelle, ont-ils souligné. Ils sont présents, mais rien ne fonctionne. Notons que les interrogés demandent à ce que l'unité de lutte contre la corruption, autrement dit l'ULCC, fasse un audit à l'ONA. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un petit tremblement de terre a ébranlé la planète financière le week-end dernier. En effet, coup sur coup, 2 banques ont fait faillite. Il s'agit de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank qui n'ont pas pu faire face aux demandes de retrait de leurs clients, faute de liquidité. La Fed est intervenue immédiatement. Le président Biden lui-même s'est présenté à la télévision pour rassurer les autres
membres de ce secteur et leur assurer que le système financier américain était sûr et que jamais aucune des personnes qui voulaient retirer des fonds ne serait empêchée de le faire. Bon. Mais la question qui se pose, évidemment, dans certains milieux, en tout cas, c'est est-ce que ce tremblement de terre ne risque pas de se transformer en tsunami? Certains pensent que le risque est là, possible. D'autres ne s'en soucient pas, pensent que ce n'est pas possible. Alors nous allons voir avec notre ami William Savary ce qu'il faut penser de cette situation et de ce scénario, essayer de voir comment les choses peuvent évoluer. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, petit tremblement de terre localisé ou bien risque de tsunami? Petit tremblement de terre localisé. Voilà. Alors, au prime abord, je dois vous signaler qu'en fait, il y a actuellement aux États-Unis un petit peu plus que 10 banques qui sont dans la même situation de liquidité. Donc, c'est-à-dire qui risquent de faire faillite comme la... qui risquent d'avoir des problèmes de remboursement. De liquidité. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des problèmes de liquidité? Ça veut dire premièrement que l'institution possède des titres et pour lesquels il n'y a pas un marché. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la unrealized losses, c'est-à-dire que les institutions ont acheté des titres qui, en vertu de la politique monétaire ou la politique fiscale, ont chuté en valeur. Et si jamais ces institutions devaient revendre, il y aurait des pertes. Et c'est ce qui est arrivé à la Silicon, en fait. C'est ce qui est arrivé à la Silicon, en fait. Maintenant, prenons... Pour jeter un coup d'œil rapide sur ce que c'est que la Silicon. Oui. La Silicon Valley Bank, qui est aux États-Unis, c'est une banque qui s'était engagée à financer ce qu'on appelle le venture capital. C'est ça. Venture capital, c'est vraiment un outil, c'est-à-dire une activité spécialisée pour financer les startups et également pour des startups dans la technologie et aussi dans le domaine de santé. C'est ça. Donc, c'est la banque des startups par excellence. Au paradis de la technologie de pointe qui est la Silicon Valley. Oui. Maintenant, cette banque possédait 4 branches. Il y a une branche qui était une banque, la branche qui menait les activités bancaires proprement dites, commercial lending, etc. Il y avait l'autre branche qui est le private company, qui faisait les hypothèques et les produits backup by assets, donc les produits supportés par des actifs. Ensuite, il y avait la section qui s'occupait du financement de private equity, c'est-à-dire qui prenait des risques et qui finançait les entreprises nouvelles, les startups. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la section securities. La section securities, c'est la section où les activités de investment banking se faisaient. Maintenant, il y a une sorte de synergie entre ces 4 branches. Parce que d'abord, la section de securities faisait la vente et les levées de fonds qui avaient été utilisées pour financer les startups. Les startups, eux autres, étaient les épargnants du secteur commercial de la banque. Et au milieu, il y avait un service d'hypothèque qui était ouvert à tout le monde. Alors, bien sûr, ces activités étaient ouvertes à tout le monde, mais ce sont les 4 grands champs d'activité de la banque. C'est ça. Maintenant, que fait une banque généralement avec les fonds que la banque reçoit? Il y a 2 activités fondamentales. Fondamentales, c'est ça? Oui, merci Serge. Dans lesquelles les banques s'engagent. Premièrement, au niveau du placement. Les banques en général font des placements dans les bons du Trésor parce qu'en fait, ce sont les obligations qui sont les plus sûres. C'est ça. Okay? Très peu de return on investment, mais garanti par le gouvernement. Et l'autre chose, c'est que les banques font des placements. Alors, j'aimerais bien vous montrer la graphique de la SBV. OK? Ça, c'est la graphique de la SBV. C'est une banque, si vous voyez, qui a connu une hausse considérable sur une période de 10 ans. Okay? Et la chute que vous voyez,
qui est aujourd'hui, que tout le monde en parle, Ouais. c'est que c'est une chute qui est sortie de 700 à 150. Donc, les titres se négociaient à 750. Aujourd'hui, ça se négocie à 750. Mais il y a un gel. Parce que ça ne se négocie plus. Ouais. Donc, les activités de la banque étaient pendant une longue période de temps très performantes. Donc, et la performance, en général, est mesurée en vertu du taux de croissance des revenus nets. Hein? Donc, c'est une banque en vertu des activités dans lesquelles la banque s'était engagée. Il y avait un taux de croissance continu et considérable. Hein? Ça, c'est une première. Oui. Vous allez poser une question? Oui, j'ai souvent entendu parmi les commentaires de gens à la télévision ou ailleurs qui parlaient d'une erreur de management à la Silicon Valley Bank. De quoi parle-t-il? Parce qu'ils ont tous répété qu'il y avait eu une erreur de management, et d'ailleurs je crois que le directeur a été révoqué et remplacé hier ou aujourd'hui. Oui. C'est quoi une erreur de management dans ce cas-là? Même le concept de la banque, est très simple. C'est une banque qui s'était engagée dans des levées de fonds pour financer des startups. Ouais, c'est ça son. Maintenant, plusieurs personnes vous disent que la banque aurait dû diversifier ses avoirs, son portefeuille. Ouais. Mais l'objectif de la banque était initialement de financer les startups. Donc, ça veut dire que la banque... D'autant plus que les startups, par définition même... sont risquées. C'est risqué. Oui. Parce que start-up, comme son nom l'indique, ça commence... C'est le petit bébé, est-ce qu'il va pouvoir se développer, marcher tout seul? On ne sait pas. Donc, maintenant, dire qu'il y a erreur de management, c'est vraiment... C'est après le fait, parce que toutes les années où la banque était performante... Parce qu'il ne faut pas oublier, les startups que la banque a financées, ce sont des gars qui ont créé des vastes fortunes, créé beaucoup d'emplois, payé beaucoup d'impôts sur une période de 40 ans. Donc, quand même... dire que maintenant c'est une erreur de vouloir se concentrer sur les start-up, moi je pense que c'est prématuré. Non, personne ne leur a reproché de se concentrer sur les start-up. L'erreur de management auquel certains commentateurs ont fait allusion, c'est, autant que j'ai compris, c'était le fait qu'il n'ait pas prévu suffisamment de liquidité au cas où petit mouvement de panique, perte de confiance, les gens viennent retirer leur argent et vous n'avez pas d'argent à leur donner. Ça, je ne suis pas d'accord non plus. Vous savez, erreur de management. En général, il y a un ratio qui existe dans les portefeuilles des banques. Les banques ont une portion de leur capital qui sont placés dans les bons du Trésor, une portion dans les titres, etc. Safe. C'est le placement sûr. Et maintenant, la banque elle-même finance les startups et parfois, la banque reçoit en collatéral les titres qui ont été émis, par exemple aux exécutifs, aux gens pour le payroll, en collatéral pour émettre des prêts. Donc maintenant, la portion qui a été investie dans les obligations, cette portion a subi un coût. Voilà, mettons ceci en exergue. Mais pour le faire, je veux vous montrer la graphique des taux d'intérêt sur les bons de 10 ans. C'est ça. Maintenant, ils ont acheté lorsque les taux étaient extrêmement bas et tout d'un coup ça a éclaté. Maintenant, il faut expliquer cette relation. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les prix des obligations est à la hausse. Parce que la relation entre les taux d'intérêt et le prix des obligations est inverse. Donc, si vous voulez, prenons une maison. Si vous avez une maison que vous me louez à $1 000, je vous paie les $1 000 tous les mois de loyer. Mais la maison peut avoir une valeur de $300 000. Si par malheur, on construit une prison à côté de la maison, la valeur de la maison peut chuter à $100, mais mon loyer ne change pas. Donc, pour vous, c'est une difficulté parce que vous ne pouvez plus vendre la maison à 300 000. Absolument. De même que si Mme Kennedy vient construire à côté de vous, la maison peut passer à 700 000. Mais ça ne veut pas dire que le prix du loyer va changer. Donc, il y a cette relation entre les obligations et les taux d'intérêt qui permettent à ce que les prix des obligations ou les prix des actifs fluctuent en fonction de la hausse, de la chute des taux d'intérêt. Maintenant, le portefeuille de la banque où il y avait les bons du Trésor, c'est
je viens de vous montrer que les taux d'intérêt ont grimpé depuis. Hein? Mais à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, les obligations, donc le prix de ces obligations a chuté. Hein? Ce n'est pas que les obligations étaient de mauvaises obligations, mais c'est en vertu de fluctuations du marché. Très bien. Donc, maintenant, avec ça, et ceci a affecté leur liquidité. Parce que maintenant, il aurait fallu, en fait, c'est normalement ce qui se fait généralement. Parmi les solutions, il y a ce qu'on appelle des Emergency Lending Facility aux États-Unis, où le gouvernement américain permet aux entreprises comme la Silicon Valley qui ont des difficultés de liquidité de vendre les obligations qu'ils détiennent dans leur portefeuille at par, c'est-à-dire face value, au pair. C'est ça. Valeur au pair. Donc, et si ça mitige les pertes que les gens auraient pu avoir en vertu de la fluctuation du marché. D'accord. Donc, ce qui les aurait permis de survivre. Mais en-delà de ça, il y a également les titres qui font partie du portefeuille de la banque. Et les titres du portefeuille de la banque, ce sont des titres, bien sûr, comme la banque finance les sections technologiques. Bon, ce sont des titres technologiques. Bien sûr. Et nous venons d'avoir une année où les titres de la technologie ont beaucoup chuté. Et où ce secteur a eu beaucoup de difficultés. Juste avant qu'on ne commence notre émission, j'ai vu encore que, je crois que c'est Facebook qui va encore licencier 10 000 personnes. Bon, écoutez. Tous, les os, tous. Un instant, je n'irai pas si vite pour le dire ainsi. Donc là, vous avez cette situation où les titres qu'ils détenaient, donc les titres d'action, les actions qu'ils détenaient, les taux d'intérêt ont grimpé, hein, et ça a causé une certaine, ce qu'on appelle crowding out, où les gens ont préféré aller dans les titres sûrs en vertu de l'inflation pour se munir contre toute perte. Hein? Donc, il y a l'absence de liquidité vient de ces deux sources. Hein? Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises technologiques qui licencient à tour de bras. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une période d'expansion. Et pendant la période d'expansion, beaucoup d'emplois ont été créés, beaucoup de gens ont été engagés. Et au fur et à mesure que les expansions, que les revenus, le taux de croissance des revenus est au rendez-vous, il y a toujours de l'expansion. C'est au moment où les taux de croissance ne sont plus au rendez-vous que les licenciements commencent. Donc, donc il faut vraiment, il faut placer tout ceci dans le contexte de la gestion de l'entreprise. Parce que toute entreprise, généralement, qui connaît de la croissance et qui anticipe davantage de croissance, doit créer des emplois et engager du monde. Et la sagesse, si vous voulez, de l'entreprise, c'est de savoir à quel point et quels sont les indices qu'il faut surveiller pour déterminer si oui ou non on va commencer à licencier ou si on va commencer à engager. Donc, ça, c'est l'art de la gestion. Oui. Bon, là, malheureusement, William, il va falloir que nous appuyions sur l'accélérateur. Bon, il y a deux choses que je veux vous mentionner. Dites-moi, en deux mots, vous avez commencé par nous dire que pour vous, ça resterait au niveau de petits tremblements de terre, il n'y aurait pas de tsunami. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Là, je vous donne 2 minutes. Je vais prendre 2 indices. Hein. Parmi plusieurs, je prends 2 indices. Je prends l'indice, par exemple, de ce qu'on appelle le Financial Index. Donc, je voudrais que vous montriez le Financial Index. Le Financial Index, c'est vraiment un indice qui regroupe les sociétés qui sont engagées dans la finance. Donc, c'est une moyenne de ces sociétés-là et qui vous montre qu'en fait, il y a eu effectivement chute, mais il n'y a pas eu accélération à la baisse. Donc ça veut dire qu'on va arriver au point pour le moment dans la mesure où les décisions qui sont prises, qui ont été proposées par la FDIC, par le gouvernement fédéral en matière imposition, pas imposition, mais implication politique. Parce qu'il faut oublier, il y a beaucoup de politique, il y a les élections en novembre qui arrivent, et l'implication de la Banque centrale américaine. Tout ceci, on veut prendre comme signe d'avant-coureur, c'est que fait l'indice des boîtes financières, ou qui regroupe près de, je crois,
plus de 10 ou 20 ou 30 banques, les grandes banques du pays. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'indice de l'or. Je vais vous montrer l'indice de l'or. En général, quand il y a crise et incertitude, les gens se replient sur l'or. Refuge. Ouais. L'or comme refuge. Donc je vous montre que la graphique de l'or, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grande fluctuation dans le prix de l'or. Hein? Il y a peut-être les fluctuations que vous voyez, ce sont les fluctuations d'ordre normal de hausse et de chute pour une journée de négoce. C'est ça. Mais tout ceci étant dit, il faut quand même rester vigilant. Vous voyez? Mais les indices qu'on a pour le moment n'indiquent pas qu'il y aura le chaos, comme disent les gens, ou qu'on va vers le gouffre. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent le gouffre. Alors, s'il y a une gouffre, ils vont aller où? S'il y a le chaos, ils vont aller où? Les gens oublient qu'ils... Alors, c'est comme le gars qui est assis sur la branche de l'arbre et qui est en train de scier la branche. Bon, enfin, il y a beaucoup de gens qui font un parallèle entre ce début de crise qui, je vous l'accorde, pour l'instant, est tout à fait limité. Il n'y a pas de cascade, mais bon, on ne peut quand même pas nier que la confiance que les gens ont a pris un petit coup dans l'aile quand même, et qu'à partir du moment où la confiance n'existe plus, c'est le commencement de la fin. Bon, mais pour ça... Et beaucoup font des parallèles avec la crise des subprimes de 2008. Mais écoutez, la crise des subprimes de 2008, il y a eu les interventions massives de l'État. Eh oui. Oui, bien bon. Mais c'est pourquoi vous avez un État, c'est pourquoi vous avez des leaders. Ce sont des leaders qui doivent se mettre à la hauteur de la crise. Nous avons eu la crise de long-term capital management lorsque M. Greenspan était gouverneur. Mais il a intervenu et il y avait plus de 100 milliards de dollars qui ont été injectés dans le système. Donc, le système est construit de façon à ce que, si toutefois il y a des crises, il y a des solutions propres au système. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec le système. Ça, c'est un autre débat. Mais le système tel qu'il est conçu, il est conçu pour se protéger. Il faut penser que les gars qui sont responsables, quand même, ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des idiots, mais ils ont leur politique, ils ont leur manière de penser. Il faut d'abord et avant tout sauver le système, quitte à licencier 50 000 personnes. Et maintenant, qu'est-ce que vous auriez préféré? Un instant, pour conclure. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Que le système soit sauvé ou que 50 000 personnes gagnent leur emploi? Il y a peut-être une troisième voie. Voie. Pourquoi ne pas faire évoluer le système? Mais le système ne peut pas évoluer parce que le système a ses limites. Oui, mais c'est aussi un autre débat, parce que le système capitaliste a ses limites. Tout à fait d'accord, c'est un autre débat, et en effet, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que le volet social à l'intérieur du système capitaliste, c'est la petite cousine de province. Bon, écoutez, c'est pas leur inquiétude, si vous voulez. Voilà, c'est ça. C'est pas leur souci. Exactement, exactement. C'est pas problème, yo. Leur souci, c'est la rentabilisation. Des entreprises, voilà. Et l'expansion du secteur privé et l'exclusion de l'État dans les activités privées. Exactement. Voilà. Bon, mais écoutez, William, j'espère que vous avez raison. Vous avez souvent eu raison. J'espère qu'encore une fois, vous allez avoir raison et que ce petit tremblement de terre ne fera pas s'effondrer trop de bâtiments, que ça restera limité. Réflexion caviar. Bon, on verra. On verra. De toute façon, les choses évoluent très vite et tout ce que je constate, c'est que le monde entier en parle. Le monde entier en parle. Les bourses, aussi bien européennes qu'américaines, ont quand même accusé une légère flexion. Oui, c'est légère. Oui, mais d'accord. Il n'y a pas eu d'effondrement de la bourse. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais elle n'a pas augmenté. Une chose qui est certaine, les activités à la bourse fluctuent. Oui. Voilà. Mais quand toutes les bourses chutent en même temps, suite à un petit tremblement de terre dans un secteur bancaire de la première puissance économique au monde, on peut comprendre l'inquiétude des gens. Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas que les bourses ont chuté, mais quel est le taux de la chute. Oui, légère. Et c'est ce qui est important. Donc, autour de 1%, c'est rien, 1,5%. Mais je sais que c'est rien. Mais ce qui compte, c'est que toutes ont chuté en même temps. Oui, c'est rien. Toutes. C'est rien.
Merci d'être si optimiste. Alors, en tous les cas, souhaitons au monde qu'il n'y ait pas, en effet, d'effondrement du système, parce que là... Je dois vous dire que ça fait 45 ans que je travaille dans le marché international du capital. OK. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment en connaissance de mes expériences pendant cette période de temps. Très bien. Et j'ai vu plus d'une crise. Très bien. Bon, bah écoutez, merci William, merci d'avoir tenté de nous rassurer. J'espère que vous avez rassuré beaucoup de gens et que finalement je fais partie de ceux qui ont été rassurés parce que... C'est bien. Voilà. Donc, à bientôt. Et à bientôt, bonne Serge. continuation. Voilà, merci. C'était notre ami William Savary, fondateur et PDG de la Haitian Stock Exchange, donc qui sait ce dont il parle et qui nous a démontré qu'il n'y avait pas de véritable raison de s'inquiéter ni de s'affoler après la faillite de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank en Californie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.